Deuxième partie, on va se poser une nouvelle question, les conflits sociaux. Est-ce qu'ils créent le changement ou est-ce que ces conflits sont plutôt des résistances au changement? Première sous-partie, on va évoquer déjà le premier aspect, c'est-à-dire le conflit en tant que vecteur du changement. Pour ce faire, on va faire appel à un auteur qu'on a déjà évoqué un certain nombre de fois. Cet auteur, c'est Karl Marx. Pour Karl Marx, le conflit entre les classes, plus précisément, on va reprendre l'expression de Marx, la lutte des classes, va créer un changement de régime. Karl Marx explique bel et bien que c'est la lutte des classes qui va transformer totalement les fameux rapports de production. L'expression ici est importante. Pour Karl Marx, c'est bien l'opposition entre d'un côté les prolétaires, qui n'ont pas les moyens de production, et de l'autre les capitalistes, qui détiennent les moyens de production, qui va créer une révolution, d'accord ? Une révolution débouchant sur une société où les prolétaires détiennent désormais les moyens de production. C'est une société que l'on qualifie alors, que Marx qualifie alors, de communiste. Deuxième argument pour montrer que le conflit peut créer le changement social, c'est l'idée des mouvements sociaux. Premier point, petite définition importante à noter, qu'est-ce qu'un mouvement social? Un mouvement social, ça concerne toute action collective revendicative en faveur d'une cause commune. Et ce mouvement social, il vise à transformer l'ordre social existant. Eh bien, ce que l'on va observer ici, tout simplement, c'est l'idée que les mouvements sociaux vont créer du changement, vont permettre d'obtenir des droits sociaux. Et c'est ce qu'on observe dans l'histoire. Petit exemple, on peut partir sur l'exemple du mouvement féministe qui a, durant toute la deuxième partie du XXe siècle surtout, et qui le continue également actuellement, de défendre le droit des femmes et à obtenir une sorte d'égalité des sexes. Et ben, ce mouvement féministe a permis d'obtenir un certain nombre de droits sociaux en faveur de l'égalité homme-femme. On peut en citer plusieurs. Premier exemple, la loi de 1967, la loi Neuwirth, qui autorise la contraception. Deuxième exemple, très connu, la loi Veil de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. Sur d'autres domaines, économiquement parlant, on a également la loi Roudy de 1983 qui va instaurer l'égalité professionnelle et surtout chercher à lutter contre les discriminations salariales entre hommes et femmes. Et enfin, dans le domaine politique, on a la loi de 2000 également qui va chercher à instaurer la parité en politique. Alors, dans cette seconde sous-partie, on va voir désormais que le conflit n'est pas forcément à l'origine du changement, mais que le conflit peut chercher à résister au changement. En effet, on peut constater que certains conflits cherchent à empêcher la transformation de normes sociales et juridiques, et ce dans deux cas. Premier cas, on peut constater que certaines mobilisations ont comme volonté le fait de résister à un changement qui est perçu comme une menace face à des droits sociaux qui ont été acquis. C'est par exemple le cas lors des différentes grèves et manifestations envers les projets de réforme des retraites. Les salariés considèrent tout simplement que le fait de modifier l'âge de départ à la retraite, mais aussi le fait de modifier le niveau de pension de retraite, est une régression, est une atteinte à des droits sociaux. Ils refusent tout changement qu'ils considèrent comme étant régressif. Deuxième cas, on observe également qu'il y a des mobilisations qui ont comme volonté de résister à une évolution de valeurs. Ce fut par exemple le cas lors de la loi instaurant le mariage pour tous. On a pu voir des manifestations s'opposant au fait d'ouvrir le mariage, la possibilité de se marier aux personnes de même sexe.
Alors, troisième partie, cette fois, partie consacrée à la mutation de ces conflits sociaux. On va observer dans un premier temps le fait que les conflits du travail se transforment actuellement. En effet, on peut observer, premier point, un affaiblissement très important de la classe ouvrière, et notamment de la classe ouvrière au sens de Marx, c'est-à-dire d'une classe qui a une conscience d'appartenance, qui a le sentiment de devoir défendre des intérêts communs, de devoir lutter contre un ennemi commun qui est la classe bourgeoise, la classe capitaliste. En effet, plusieurs raisons expliquent cet affaiblissement. Première raison, on observe à partir de la fin des années 70 une forte chute du nombre d'ouvriers. C'est lié à l'émergence du progrès technique qui rend moins nécessaire l'ouvrier dans les usines. C'est lié également aux délocalisations. De facto, le nombre d'ouvriers diminue dans la population française. En parallèle, on observe une forte hausse dans la société française d'autres individus composant les couches populaires. Ce sont les employés, cette fois, qui sont dans des secteurs beaucoup plus dans le secteur tertiaire, et des employés qui sont, voilà, pour une grande partie des femmes. Enfin, dernier point, l'affaiblissement de la classe ouvrière s'observe via la chute électorale du Parti communiste. Le Parti communiste faisait office de porte-parole pour les ouvriers, il les encadrait et il leur transmettait, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain sentiment de devoir lutter contre la classe bourgeoise, de devoir voter pour le Parti communiste pour mettre en œuvre une société communiste plus favorable à leurs intérêts. Enfin bref, sentiment d'appartenir à une classe ouvrière, tout simplement.